te laisse le micro, Vincent. Écoutez, il est midi une au Québec. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Vincent Gautré avec Anne-Sophie Hulin, que vous voyez sur la mosaïque. Nous sommes les heureux co-responsables de l'axe droit, cybercriminalité et cyberjustice de l'Obvia. Et ça fait pas très longtemps qu'on est en fonction, Anne-Sophie et moi, dans ce rôle. Et relativement à l'animation en fait, que nous voulions faire avec ce nouveau statut, il y a eu ce club de lecture en fait, qui nous est venu en tête. Et derrière ce club de lecture, en fait, c'est peut-être un constat un peu chagrin que les universitaires, à fond dans les demandes de subventions, dans les recherches ou dans d'autres processus un peu chronophages, on se rend compte en fait qu'on lit peut-être pas suffisamment. Et donc, on voulait proposer à la lecture un certain nombre d'ouvrages que nous avons lus, que nous sommes en train de lire et dont je pense la communauté en fait aurait intérêt à lire également. Notre premier item dans le cadre de ce cycle, dont un prochain viendra bientôt et puis d'autres à l'automne, mais ben, le premier item est celui de Madame Ophélie Coelho, Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. Je l'ai avoué tout à l'heure, j'ai acheté son livre, mais je ne l'ai pas vraiment lu comme il se doit. Alors donc c'est une question de temps. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est notamment en discutant avec Lady Zanou, qui sera à juste titre son répondant. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu le lises ça. Alors, quand Lydie me dit quelque chose, je le suis et je suis vraiment ravi d'accueillir Madame Coelho pour ce premier item dans le cadre de ce cycle. Et je vais laisser je vais laisser la parole, pardon, à Anne-Sophie Hulin, donc professeure à Sherbrooke, qui va vous dire deux mots justement sur cette autrice et sur le répondant, donc aujourd'hui. Merci Vincent pour ces mots d'introduction. Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour Ophélie, bonjour Lydie. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Moi Ophélie, je vous ai lu, j'ai beaucoup apprécié, j'ai très hâte de vous entendre, surtout avec l'actualité des derniers jours entre la Chine et et les États-Unis. Alors, Ophélie Coelho, vous êtes chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, membre des conseils scientifiques de l'Observatoire de l'éthique publique et de l'Institut Rousseau. Votre travail de recherche est le résultat d'un parcours interdisciplinaire. D'un côté, une expérience de terrain dans l'industrie du numérique, de l'autre, un parcours académique en histoire des sciences et relations internationales. Vous êtes donc auteur du livre Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, qui a été publié aux éditions de l'Atelier en 2023, dans lequel vous analysez les mutations historiques qui ont conduit à l'émergence des multinationales du numérique et dans lequel vous décriez les leviers du pouvoir de ces nouveaux acteurs géopolitiques. Voyage à la fois historique et géographique, ce livre explore un théâtre d'opération où, loin de l'utopie d'un Internet sans frontières, l'impérialisme technologique avance à pas de géant. Lady Rivazanou, qui nous fait donc l'honneur aujourd'hui d'être le répondant du propos de Madame Coelho. Lady, vous êtes docteur en droit du numérique de l'Université de Montréal et à compter du 1er mai 2024, vous avez, officiellement demain, vous allez vous joindre le corps professoral du département de droit de l'Université de Québec en Ottawa en tant que professeur régulier. À l'affût de nouvelles problématiques qui ressortent des débats sur la régulation de l'intelligence artificielle, vous vous impliquez aux côtés d'autres chercheurs et chercheuses pour alimenter la réflexion sur des questions aussi bien éthiques que juridiques. Depuis janvier 2020, vous assurez les fonctions de coordonnateur scientifique de la chaire LR Wilson en droit des technologies, de l'information et du commerce électronique, ainsi que celle de chargé de cours en droit de technologie à la faculté de droit à l'Université de Montréal, ce qui va donc bientôt se terminer. Vous avez, vous êtes auteur de différents ouvrages, de chapitres d'ouvrages et aussi un conférencier prolifique. Vous êtes également membre de conseils scientifiques et de direction de recherche en droit public, ainsi que rédacteur en chef adjoint des revues Lex Electronica et des cahiers de la propriété intellectuelle. Alors pour ce cercle de lecture, nous avons confié la tâche à Ophélie Colo de nous présenter son ouvrage pour un temps à peu près d'une quarantaine de minutes.
et ensuite Lady prendra la suite avec une réponse ou un complément d'information dans sa perspective de juriste pour une durée environ de 15-20 minutes, à l'issue desquelles nous ouvrirons une période de questions. Merci pour votre écoute. Et Ophélie, c'est à vous. Si vous voulez nous Merci partager beaucoup. votre écran, c'est parfait. Merci beaucoup Anne-Sophie et de manière générale Lovia pour cette invitation. Je vais donc partager mon écran. C'est parti. Alors, donc mon ouvrage s'intitule Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. Et quand on parle d'impérialisme, on ne peut pas vraiment ne pas parler des empires passés. Et c'est par l'Empire britannique que l'ouvrage en fait commence, tout simplement parce que l'Empire britannique a été en fait le premier empire à user massivement d'un réseau de communication à l'échelle globale, qui était à cette époque-là nommé la Red Line, la ligne rouge, qui était en fait un amalgame de plusieurs réseaux gérés majoritairement par des entreprises britanniques, mais pas seulement, mais qui en fait permettaient à l'Empire britannique de relier entre elles ces différentes colonies. Voilà. Et donc on peut voir sur la carte du fond le réseau télégraphique tel qu'il existait en 1903. Et il est important de montrer ces cartes aujourd'hui parce qu'il semblerait qu'entre-temps, on ait oublié que les réseaux passaient par les câbles sous-marins et certains ont redécouvert en fait cette réalité-là ces dernières années avec les questions de dépendance à ces infrastructures-là qui sont évidemment stratégiques. Donc réseau télégraphique d'abord, finalement aux mains d'entreprises privées déjà à l'époque, qui étaient en fait les agents techniques de l'Empire britannique pour en fait communiquer au sein de ces, pour rassembler, pour relier les communications des différentes colonies. C'était également un outil stratégique et militaire pour l'Empire britannique, puisque ça lui permettait de couper certaines communications lorsque ça ne l'arrangeait pas ou lorsqu'il pouvait en fait contrôler, si vous voulez, la communication de ses ennemis. C'était le cas notamment lors de la Première Guerre mondiale vis-à-vis des Allemands, en fait, où en fait il a coupé certains réseaux télégraphiques afin que l'Allemagne n'ait pas accès à ces réseaux, à ces routes télégraphiques pour communiquer avec ses forces armées extérieures. Voilà. Donc c'était quand même déjà un outil militaire, évidemment, très utilisé à l'époque, cette red line. Et alors, ce qu'on peut aussi dire sur l'impérialisme et le rôle en fait de l'acteur privé déjà à cette époque, c'est que on avait déjà des hommes d'affaires qui étaient un peu les Elon Musk de l'époque. On peut parler notamment de Cecil John Rhodes, qui était le fondateur, un homme d'affaires britannique qui a en fait fondé De Beers, l'entreprise diamantaire sud-africaine, et qui avait ce projet complètement fou à l'époque du Cap au Caire, hein, qui était en fait de relier l'Afrique du Sud au Caire via donc un réseau télégraphique sur tout le continent africain et un réseau de chemin de fer. Donc on avait ce projet-là fou parce qu'en fait il ne s'est jamais réalisé pour le coup, mais ça a été très médiatisé à l'époque comme étant une représentation de la puissance britannique, à la fois privée et bien sûr de l'Empire britannique, de l'Empire de la couronne sur le continent africain. Et j'essaie d'expliquer dans la première partie de mon livre la place, en fait, la mutation en quelque sorte de l'entreprise privée au cours du XXe siècle et notamment de l'entreprise privée, de la multinationale et de la multinationale de l'informatique puis du numérique. Je parle notamment de Thomas Watson qui était vraiment considéré à l'époque comme une forme d'ambassadeur des États-Unis lorsqu'il se rendait en Europe, dans lequel il développait déjà à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais même déjà un peu avant, donc, voilà, on parle de 1937 à ce moment-là. Donc IBM était en fait déjà en Europe au tout début du XXe siècle et s'est principalement développé ensuite après-guerre. Et en fait, dans la première partie de mon livre, j'essaie d'expliquer en fait cette transition à un moment donné, l'apparition en fait de l'entreprise transnationale, multinationale, et la place en fait de l'acteur privé comme mutation géopolitique, comme acteur géopolitique. D'abord parce que
c'est un acteur, disons, avec un rôle traditionnel au service de son état d'origine. Et c'est ce qu'on va retrouver avec la Big Tech en tant que mutation géopolitique. On comprend que en étudiant l'histoire, à la fois au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle, que ces entreprises privées donc, sont financées et utilisées par leur état d'origine comme partie du complexe militaro-industriel, certes. Elles ont une capacité d'influence informationnelle et de surveillance au service de leur état d'origine aussi. Elles sont considérées par leur état d'origine comme des ambassadeurs en tant qu'entreprise transnationale, mais aussi elles ont des capacités d'influence sur les États tirées d'une domination du marché, d'une puissance financière sans précédent, et elles sont considérées comme des entités géopolitiques par les gouvernements, ce qu'on appelle la techplomatie, et qui fait que, par exemple, on a en 2017 le Danemark, qui est le premier pays à avoir envoyé en Californie un ambassadeur dédié aux relations diplomatiques. Et il est assez intéressant de voir qu'à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères danois qualifiait en fait les GAFAM d'un nouveau type de nation et qu'ils allaient en fait échanger avec eux comme ils l'auraient fait avec la Grèce. Dans mon livre, j'essaie de comprendre en fait ce qui caractérise la multinationale du numérique, en essayant de la comparer aussi à d'autres typologies de l'entreprise. Et au final, ce que je comprends au fur et à mesure de mon travail, c'est que les big tech apparaissent en fait comme des entreprises monopolistiques ou quasi monopolistiques, globalisées, qui cumulent les caractéristiques de la multinationale, celle d'un agent technique stratégique à fort impact sur les territoires. Et en tant que multinationale, elles possèdent un avantage sur les États par leur capacité d'adaptation fiscale et d'implantation industrielle dans les pays les plus avantageux pour leur développement. Et en tant qu'agent technique stratégique, elles approvisionnent les entreprises, mais aussi les États en services devenus essentiels. Et donc, en fait, on peut tirer de ces différentes caractéristiques de la multinationale des leviers de puissance qui leur permettent de tirer en fait des leviers de pouvoir, d'influence lors de leurs échanges avec d'autres entreprises sur le marché, mais également avec les États. Mais si on fait que ça, on se rend compte que la Big Tech serait un peu comme Sanofi, Pfizer, les Big Pharma en quelque sorte, ou la Big Oil telle que Total Energy. Donc il n'y aurait pas de différence si on s'arrêtait à cette analyse-là de la multinationale du numérique, de la Big Tech. Donc il faut aller plus loin en fait. Et pour aller plus loin, on va aller, par exemple, on va évidemment évoquer le fait que ces entreprises sont transversales. Les technologies numériques sont transversales dans de nombreux domaines de la vie moderne, que ce soit la finance, l'industrie, le militaire, le service public et même les loisirs. Et donc, du coup, l'avenir du producteur de technologie monopolistique peut affecter la société dans son ensemble. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la caractéristique du produit numérique. L'objet numérique est par nature facilement et rapidement duplicable, délocalisable et gérable à distance. En quelque sorte, contrairement à une usine, par exemple, qui pourrait être assez facilement réquisitionnée par un État, s'il envoie l'armée, la police, etc., eh bien, l'objet numérique, finalement, il n'a que de contrainte que les routes qu'on lui coupe ou pas. Il peut être dupliqué partout dans le monde et facilement délocalisable. Ensuite, et ça c'est vraiment le sujet, le troisième point sur lequel mon livre développe, en fait que mon livre développe, c'est l'idée des nœuds de pouvoir et l'instrumentalisation de la dépendance. La nature interconnectée de ces technologies numériques favorise en fait à la fois la possibilité de créer des nœuds de pouvoir et la capacité d'instrumentaliser l'interdépendance. Et lors de ma présentation, c'est là-dessus que je vais beaucoup insister. En fait, il s'agit là d'entités, les big tech, qui s'accaparent des composants importants de la chaîne de dépendance. Et d'une certaine manière, on pourrait presque utiliser la métaphore du rhizome, la métaphore naturaliste du rhizome, qui se prête finalement assez bien au phénomène de prolifération de ces produits. En effet, tout comme la plante rhizomique déploie l'étendue de son réseau sous terre, ces objets techniques prennent forme dans le champ invisible du laboratoire. Ces objets techniques prennent donc forme dans le champ invisible du laboratoire. De la même manière que les rhizomes et leurs tubercules servent de matrice à de nouvelles racines, ces produits stockent les ressources qui viendront alimenter un ensemble de sous-produits, donc les données numériques par exemple.
Chaque évolution des éléments de leur structure peut amener un développement dans l'ensemble, et leur organisation est horizontale en principe, mais connaît une extension verticale dans tous les domaines de la société sans limite définie. Et en cela, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail de recherche, c'est d'essayer de voir comment sont constituées ces entreprises. Si on regarde l'expansion technologique, par exemple, de l'entreprise Alphabet Google, on se rend compte, de 1998 à 2023, qu'il y a une véritable expansion technologique sur des domaines qui sont à la base le logiciel. On le voit sur la première timeline. Vous voyez, voilà, avec quelques produits qui sont cités, AdWords, Google Images, Google News, Gmail, etc., par année d'apparition. Puis ensuite, à partir de 2010, une expansion technologique sur les infrastructures, les câbles sous-marins, une expansion aussi vers les objets connectés à un moment donné, dont également les ordinateurs, évidemment, qu'on peut citer, jusqu'à 2023, l'apparition de Bard, Gemini, aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'on peut voir également, c'est que Google, Alphabet, ne s'arrête pas à ça, puisque en créant sa maison mère en 2015, il va également tenter de se développer sur des domaines stratégiques sur lesquels qui ne sont pas directement liés au numérique, mais qui peuvent s'enrichir en fait des outils numériques. Que ce soit de la R&D, donc X-Development, c'est le grand laboratoire dans lequel tout se décide, les domaines de la santé, dans lesquels la donnée numérique est évidemment importante, avec Calico, Isomorphic Labs, Verily, au moment où j'écris le livre, dans l'agriculture avec Mineral, la robotique, la mobilité, les réseaux avec Google Fiber, qui existent uniquement aux États-Unis dans certaines villes, et le domaine de l'énergie avec Dandelion, mais également des financements en fait vis-à-vis de partenaires énergétiques qui n'est pas montré ici, mais qui sont également cités dans le livre. Donc on voit en fait qu'on a une expansion, alors que j'appelle rhizomique là pendant ma présentation et dans certains articles, qui sont en fait une expansion des capacités d'influence de la Big Tech. Je m'arrête notamment dans l'ouvrage, dans la troisième partie, sur la territorialisation des infrastructures, et notamment via les câbles sous-marins. Et on peut le voir, alors les années sont bien spécifiées sur cette carte. C'est assez récent finalement ce développement des acteurs Big Tech. Alors ici, américains uniquement, je vais vous montrer la carte chinoise juste après. On voit qu'il y a une forte présence, évidemment, de ces acteurs dans les investissements de câbles sous-marins. Ils sont soit propriétaires, soit copropriétaires. Google étant le seul à être unique propriétaire de câbles, c'est-à-dire qu'en gros, dans toute l'histoire des câbles sous-marins de télécommunications, on n'avait jamais eu en fait des réseaux qui appartenaient à une seule entreprise. C'est aujourd'hui le cas avec Google qui est en capacité de faire fabriquer et de gérer et de maintenir, de commercialiser ces réseaux-là sous-marins à lui seul. Donc on l'a par exemple avec des câbles comme Dunan, qui lui appartient en propre, ou Equiano, qui fait tout le pourtour du continent africain, comme on peut le voir ici. Du côté chinois, la Big Tech chinoise est aussi abordée dans le livre, bien qu'elle soit différenciée d'une certaine manière de l'entité américaine pour des questions de relation avec leurs États d'origine, principalement. Les Chinois, plutôt que de partir sur de la copropriété d'entreprises, c'est-à-dire de lier en fait les dépendances d'entreprises logicielles telles que Huawei par exemple, et d'entreprises de télécommunications, préfèrent aujourd'hui séparer les propriétés, c'est-à-dire que ceux qui font du logiciel, et ceux qui font du réseau de câbles sous-marins font du réseau de câbles sous-marins. Et donc ce sont des télécoms comme traditionnellement, en quelque sorte, qui continuent à investir dans les réseaux de câbles sous-marins, évidemment fortement soutenus par la Chine derrière, par les banques nationales et privées, mais les banques privées en Chine sont aux ordres quelque part de la politique industrielle chinoise, donc il y a un lien fort, évidemment, avec le parti État chinois. Et donc, ce sont les télécoms chinois. Et on voit bien, en fait, quand on regarde les investissements sur ces câbles, alors évidemment, les copropriétés, vous avez aussi d'autres types d'investisseurs, d'autres télécoms, mais ce sont les plus gros investisseurs, donc ce sont américains et chinois, et avec des projets plutôt récents sur ces dernières années. Notamment, vous voyez, je voyais une actualité il n'y a pas longtemps sur SimiWi 6 qui va atterrir à Marseille, par exemple, qui devrait atterrir en 2026 à Marseille.
On a vraiment en fait des réseaux qui se développent avec une prédation autour du continent africain, mais on va en reparler ensuite. Et ensuite, au-delà, donc là, on parlait des dépendances infrastructurelles, c'est-à-dire de la puissance de ces big tech sur les infrastructures, sur les routes des données. Ensuite, on peut aussi parler de dépendance logicielle. Et dans mon livre, bien que je n'aille pas trop dans la technique pour ne pas perdre les gens, bien sûr, j'évoque ces dépendances logicielles en expliquant l'histoire de ces dépendances logicielles, c'est-à-dire à quel moment, en fait, les big tech, d'abord américaines, puis chinoises, ont commencé à mettre en dépendance les entreprises et de manière générale les usages numériques, donc de la mise en dépendance, quelles stratégies ils ont utilisées en fait pour mettre en dépendance. Pour pouvoir présenter cela, je vais faire quelque chose que je ne fais pas forcément dans le livre, c'est-à-dire aller un peu plus dans le détail avec des schémas. Dans le livre, c'est très bien expliqué, mais tout de même, là, je voulais me permettre ce petit luxe de vous montrer du schéma technique. Donc, j'espère ne pas vous perdre, mais en gros, voilà, je vais essayer d'être, voilà, essayer de ne pas perdre le fil, s'il vous plaît. Donc, en gros, ce que j'essaye de vous montrer là dans ce premier schéma, c'est ce qu'on peut penser comme étant normal, c'est-à-dire qu'on a un utilisateur qui va, via l'utilisation de l'ordinateur ou d'un smartphone ou d'une tablette, accéder à un service en ligne. Ce service en ligne, en général, on se dit que le code, voilà, le code de l'application est là et éventuellement, il va faire appel à d'autres services tiers qui sont sollicités. Donc, par exemple, pour payer quelque chose, une commande, on va faire appel à un produit qui s'appelle Stripe via une API. L'API, c'est ce qui permet de faire le lien. Pour générer du contenu dans mon application, je vais faire appel à un petit contenu de ChatGPT, par exemple. Et si je veux afficher une carte ou un itinéraire sur cette application, je vais utiliser Google Maps API, par exemple. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on pourrait se dire et c'est ce que peut éventuellement penser l'utilisateur quand il utilise un service en ligne. En réalité, si on prend compte que de ça, on ne voit pas les dépendances réelles qui sont en fait des dépendances liées au métier de développeur. L'utilisateur, je l'ai laissé ici, avec son ordinateur et son smartphone. Bon. Le service en ligne, qu'est-ce que c'est? Un service en ligne, c'est du code informatique développé, codé, fabriqué par des développeurs, que j'ai donc mis ici. Il fabrique donc le code de l'application dans lequel on a des petits composants colorés qui sont donc en fait les trois petites couleurs que j'avais mis là, le Stripe API, le ChatGPT API, etc. C'est-à-dire j'intègre des fonctionnalités extérieures au code de mon application. Bon. Mais ce code de l'application, il n'est pas dans l'entreprise. Non, il est externalisé ailleurs. Il est envoyé ailleurs. Et à votre avis, chez qui ce code est envoyé en général? Il est envoyé chez une big tech, dans une infrastructure logicielle appartenant soit à Google, soit à Microsoft Azure, soit à AWS. AWS, c'est Amazon Web Services, donc Amazon, sauf que c'est la partie moins connue de l'activité d'Amazon, qui est en fait une activité vraiment, disons, celle qui crée le plus de mise en dépendance. Voilà, c'est pas celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, parce que bon, évidemment, vendre sur Amazon.com, ça génère beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais en réalité, c'est la vraie force d'Amazon, AWS. C'est la vraie force mondiale. Pourquoi? Parce que dans Amazon, dans AWS, les développeurs ont pris cette habitude d'envoyer leur code dans des composants. Donc, on va avoir AWS, une méga infrastructure, un cloud, ce qu'on appelle un cloud, qui est en fait une bibliothèque de services. C'est ça un cloud, c'est une bibliothèque de services. Donc, vous allez avoir plein de services. Vous avez un service qui s'appelle S3, AWS S3, qui permet de stocker l'application, le code. Vous avez une application qui s'appelle Code Deploy, qui permet de déployer, c'est-à-dire d'envoyer ce code sur une autre partie d'AWS qui permet de générer de l'application, enfin plutôt de faire des appels aux applications extérieures. Vous voyez? Bon. Donc EC2. Et puis vous allez avoir encore d'autres composants S3, RDS qui permettent de stocker les données de l'application. Voilà. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous comprenez bien que sans cette brique AWS, si à un moment donné AWS coupe le service ou se retrouve en panne ou quoi que ce soit, si l'un de ces seuls composants est fermé à la région dans laquelle se trouve mon service en ligne, eh bien, ça ne fonctionne juste plus en fait. Et le développeur n'a plus accès au code de son application. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on comprend un peu la force des dépendances techniques, puisque la dépendance logicielle va se répercuter sur absolument tout. C'est le cas de mon service en ligne, mais c'est également le cas
de Stripe API qui fonctionne sur l'infrastructure AWS, de ChatGPT API qui appartient à Microsoft et qui fonctionne sur Microsoft Azure, de Power BI qui appartient à Microsoft Azure, ou encore de toutes les fonctionnalités de Google, Google Maps, Google Analytics, Google Cloud Vision qui permet de faire de la reconnaissance d'images et dont de la reconnaissance faciale également. Donc, plus je mets de la technologie, plus je mets de la dépendance technique, plus je dépends des acteurs techniques, en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Et encore, je n'ai pas encore parlé de tout ça, mais je préfère parler. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'utilisation massive de technologies socles sur lequel l'utilisateur et l'entreprise qui propose un service en ligne n'ont aucun contrôle, représentent des leviers de pouvoir, des leviers de mise en dépendance. Et dans ce processus, on se rend bien compte que le développeur, qui est juste un travailleur dans une entreprise, est devenu un passeur de technologie à partir de 2006, quand AWS a commencé à proposer ce type de service de manière massive. Ça mène à quoi aujourd'hui? En 2006, les entreprises avaient encore majoritairement leur code chez eux ou chez des partenaires, disons, locaux. À partir de 2006, ce type de pratique s'est généralisé. Et aujourd'hui, en Europe, on se retrouve avec 73% des entreprises dépendantes de services cloud dits sophistiqués. Ça veut dire quoi, des services cloud sophistiqués? C'est exactement ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire des services sur lesquels il est difficile de trouver des remplacements dans l'immédiat. Donc, par exemple, EC2. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On a tout à fait les possibilités de les remplacer, ça existe déjà. Mais ça va être compliqué de les remplacer dans l'immédiat. Pas tout de suite, quoi. Il va y avoir un travail à faire, avant tout. Donc 73%, c'est énorme, sachant que parmi ces 73%, il y a des entreprises stratégiques en Europe qui dépendent de ces services-là. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre en fait la puissance de la big tech par rapport à un autre type d'entreprise, au-delà du fait que ce soit des réseaux, que le produit numérique soit délocalisable, etc. C'est une mise en dépendance par la technique et par les usages. Je ne vous ai pas parlé des usages, mais bon, on sait que les usages sont extrêmement présents. Et alors, pourquoi est-il si difficile de réguler la big tech et de contrôler son expansion? Alors oui, c'est une puissance militaire, ce sont des ambassadeurs, oui, mais aussi et surtout puissance militaire. Quand je dis puissance militaire, c'est-à-dire financée par l'armée, on va dire plutôt, financée par l'armée et utilisée comme outil de désinformation dans certains cas, comme outil de surveillance dans d'autres. Parce que les dépendances, en fait, à ces acteurs sont fortement ancrées dans les systèmes techniques, c'est-à-dire dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que ces technologies propriétaires sont devenues des portails d'entrée à l'emploi. Des portails d'entrée à l'emploi, d'accès à l'emploi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai montré, le développeur va choisir ces technologies-là pour les raisons que j'évoque dans le livre, hein, qui sont parfois économiques et qui sont ensuite des questions de formation. C'est-à-dire que les écoles aujourd'hui forment majoritairement à ces technologies-là. Et sur le marché du travail, du coup, ça fait aussi effet boule de neige. Les entreprises vont demander ces connaissances-là, ces technologies-là. Les formations vont continuer à former là-dessus, etc., etc. Et ça a commencé donc dans les années 2006 jusqu'à 2010. Et depuis 2010, ça n'a fait que s'augmenter un peu partout. Et ensuite, parce que les usages sont forcément accaparés par les monopoles, on sait bien qu'en tant qu'utilisateur, nous avons une capacité d'adaptation, certes, qui est là, mais nous ne pouvons pas changer d'outil tous les 4 matins, ce qui est tout à fait normal et humain. Et du coup, dans mon livre, je développe la notion de chaîne de dépendance. En fait, à la notion de chaîne de valeur, développée à l'origine par Michael Porter, qui est un chercheur en théorie des affaires, donc ça date de 1985, cette notion de chaîne de valeur, je propose plutôt celle de chaîne de dépendance, pour se libérer en fait de la notion de valeur, et se dire que, parce qu'il me semble en fait que c'est plus adapté en termes méthodologiques à l'appréhension des relations de pouvoir en fait. C'est-à-dire de prendre en compte les rapports de domination des acteurs, leur influence sur les choix technologiques, politiques et géopolitiques. Et donc, en fait, en chaîne de dépendance, quand je parle de chaîne de dépendance, je fais référence à un ensemble d'éléments interconnectés, où chaque élément dépend des autres pour fonctionner correctement. Et c'est une relation donc d'interdépendance dans laquelle le succès ou l'échec d'un élément affecte les autres éléments de la chaîne, mais à des degrés divers, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même pouvoir sur la chaîne. Si je reprends
simplement mon schéma ici, il est évident qu'à la rigueur, si je ne peux pas à un moment donné afficher du Power BI ou afficher ma carte, ce n'est pas très grave. Par contre, si je perds l'utilisation de mon EC2, mon application ne marche tout simplement plus. Et je ne parle même pas d'un câble sous-marin, bien sûr. Le câble sous-marin, c'est en fait, on vous coupe du monde, hein, tout simplement, si vous n'avez pas d'autre moyen de vous connecter. Et ensuite, au-delà, donc justement pour revenir à cette histoire de câbles et de prédation des big tech américaines ou chinoises dans le domaine du réseau, il y a un phénomène qu'on peut qualifier de territorialisation qui accentue en fait le phénomène de dépendance en ajoutant une problématique territoriale. On peut notamment parler, par exemple, de la prédation sur les infrastructures réseau vers le continent africain. Il se trouve que ces dernières années, on a eu des constructions de méga câbles qui reliaient donc le continent américain à l'Europe. Vous voyez Amitié et Dunant. Amitié est un câble financé par Meta majoritairement, et Dunant est un câble financé à lui, enfin à Google seul, par Google seul, et qui donc vont atterrir pour l'un à Bordeaux et l'autre en fait en Bretagne, donc dans une petite ville de Bretagne. Et ensuite, on a pratiquement au même moment des câbles qui vont descendre vers l'Afrique, Toit Africa, également financé par Meta, et Equiano par Google, qui descendent, hop, tout le pourtour du continent africain, à l'ouest d'abord, puis à l'est. Bon. Pourquoi je vous montre les capacités? Parce que quand on voit les choix techniques qui sont faits sur les capacités, on se rend bien compte de la stratégie des big tech de territorialisation des infrastructures, c'est-à-dire de délocalisation d'un certain nombre d'éléments. Je vous explique. Amitié et Dunant, 250 Tbps, c'est-à-dire terabytes par seconde, c'est le double, grosso modo, des autres câbles qui descendent vers l'Afrique. Donc en fait, clairement, ce sont des câbles qui sont faits à la fois pour alimenter l'Europe et à la fois pour alimenter l'Afrique. Et avec cela, on a la construction de centres de données sur le continent africain, certes, mais beaucoup en Europe, puisque ça va permettre d'être une base de données lors des premières années, enfin lors des prochaines années, disons que ce n'est pas les premières, hein, c'est déjà là, lors des prochaines années, en fait, de transformation numérique africaine, souhaitée en tout cas, qui permettra en fait à l'Europe d'être en quelque sorte une base de données dans les premiers temps pour le développement de l'activité numérique en Afrique. Et donc, c'est une stratégie de territorialisation qui implique la création de méga réseaux, de câbles, et qui implique l'installation de centres de données avec des contrats par les leaders que sont par exemple DigitalRity et Equinix, qui sont les grands leaders mondiaux qui sont américains. Huawei qui essaye de suivre aussi hein, là-dessus, notamment en termes de réseau sur le continent africain, ils sont très présents, évidemment. Et donc, on va avoir un ensemble de partenariats, parfois même entre Américains et Chinois, pour développer des infrastructures. Avec cette idée derrière, pour l'Europe en tout cas, c'est vraiment un élément très important et je pense qu'il faut aussi en tenir compte dans le développement de la transformation numérique africaine. L'idée, en fait, de capacité territoriale en termes de ressources naturelles, par exemple, puisqu'on sait très bien que la localisation a un fort impact, en quelque sorte, sur les capacités du territoire à répondre à la demande en électricité et en eau. En gros, un centre de données, ça fonctionne soit avec beaucoup d'électricité, soit avec beaucoup d'eau, soit avec un équilibre entre les deux, mais c'est jamais neutre. On a par exemple des études, mais bon, vous les retrouverez dans le livre, qui travaillent sur ces sujets-là d'impact environnementaux, qui varient en fait fortement en fonction de l'emplacement d'un centre de données. Et c'est un sujet particulièrement actif aux États-Unis. Je connais moins au Canada, mais je suppose que le sujet est là également. Et c'est un sujet, alors j'ai l'image qui s'est déformée, mais c'est pas grave. Ah ben on voit plus grand-chose, mais c'est pas grave. C'est un sujet qui est déjà présent en Europe sur les conséquences qu'ont en fait en fait l'installation des centres de données, notamment par exemple, on s'est rendu compte dans la zone londonienne, il y a encore, donc c'était en 2022, qu'il va être compliqué de construire de nouvelles habitations et nouvelles entreprises dans le pourtour M25, tout simplement
parce qu'il n'y a plus assez de ressources en électricité disponibles suite à la construction de centres de données dans cette zone-là de la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, qui est presque de l'ordre du manque de planification territoriale sur les ressources du territoire au moment de décider de construire des centres de données. Et donc, au final, on se rend compte, en tout cas, ce que je fais dans cette enquête, dans ce livre, au fur et à mesure, je dresse en fait les chemins qui mènent à la dépendance dans la partie 1, c'est-à-dire le contexte historique d'une mise en dépendance technologique, à la fois d'abord par le logiciel, par les usages et par les infrastructures. En seconde partie, j'explique en fait justement comment naissent ces big tech, donc les ressorts de la mise en dépendance, la territorialisation des infrastructures. Et en quatrième partie, j'explique quelles sont les pistes éventuellement pour en sortir, justement, parce que pour sortir en fait de cette instrumentalisation de l'interdépendance. L'une de ces donc l'un des constats que je fais, c'est le contexte de la montée en puissance de la big tech, qui a été permis en fait via l'affaiblissement des lois anti-monopole depuis les années 80, et notamment aux États-Unis, avec une réduction des financements des administrations et qui ont un rôle en fait dans le contrôle de la concurrence. L'accélération de la délégation au privé et des financements publics vers des technologies propriétaires et privées, ça c'est un mouvement global, on l'a aussi en Europe. La mainmise sur des écosystèmes numériques par une structuration rhizomique des acteurs technologiques, donc cette volonté en quelque sorte de faire système et d'aller récupérer des nœuds stratégiques des systèmes techniques. Et une difficulté en fait à saisir les particularités des produits fondés sur donc la donnée numérique et donc à créer en fait un droit adapté. Et concernant justement le droit, c'est quand même l'une des armes qui permet de réduire le pouvoir de la big tech. En tout cas, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir. Alors dans la quatrième partie, je développe plusieurs piliers, je vous laisserai les découvrir dans le livre. Mais j'évoque assez peu finalement, enfin j'évoque un peu la partie juridique évidemment pour en donner un constat. Et voilà à peu près ce que je dis. Disons que je considère en quelque sorte que la régulation est active, mais plutôt impuissante. Voilà. Et pourquoi je le dis? Alors déjà, parce que même si le contexte se dit favorable aujourd'hui, en réalité, il me semble que les États continuent à poursuivre leurs propres intérêts et soutiennent en ce sens leurs entreprises, qui sont souvent du coup donc partie prenante du complexe militaro-industriel de base. Donc, ils soutiennent ces acteurs-là parce que ce sont au fond des outils de mise en dépendance aussi pour eux. Ce sont des outils de renseignement et de désinformation qui leur sont bien utiles. Donc, ils n'ont pas particulièrement d'intérêt à trop les brimer en quelque sorte. En tout cas, pas à la chinoise en ce qui concerne les Américains. L'affaiblissement des politiques anti-monopole, antitrust aux États-Unis, qui conduit à de très grandes difficultés à renverser le rapport de force, bah, c'est toujours présent en fait. Ça reste tout de même s'il y a un relent et une envie en fait de revenir sur une politique antitrust plus forte, cet affaiblissement a eu des conséquences et aujourd'hui les lobbies de ces big tech sont particulièrement influents, ce qui fait qu'aux États-Unis ils ont également du mal en fait à les réguler, même quand il y a un relent, une envie de revenir à une politique antitrust plus forte. Et c'est notamment dû, bien sûr, à la dépendance à ces acteurs techniques de la part de l'État américain et notamment de toute la partie militaire également, si on pense notamment à son dernier projet de cloud qui associe à la fois Amazon, Oracle et Google. Là, on se rend compte quand même qu'il y a aussi de vrais sujets de dépendance de la part des États-Unis vis-à-vis de ses propres acteurs. Et ensuite, il y a évidemment cette question de la concordance des temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
concordance des temps aujourd'hui entre le temps du marché qui va trop vite d'une certaine manière et le temps de la régulation qui est basé sur le parlementaire, ce qui est une très bonne chose. Mais du coup, on a un décalage des temps entre la réaction du marché et les possibilités d'investissement dans des technologies voilà, qui vont se développer, de la R&D, etc., qui vont produire des offres commerciales rapidement sur le marché, et de l'autre côté, le temps de la régulation. Et alors, je fais bien attention de parler du temps du marché et pas de temps de la technologie, parce que quand on dit la technologie va trop vite, ce n'est pas vrai. La technologie ne vit pas en soi, elle n'existe que par les organisations qui la produisent. Donc, ce qui est important dans la technologie, c'est les acteurs qui la produisent et comment ils sont menés, en fait. Aujourd'hui, on a des acteurs, des producteurs de technologie qui sont fondés sur la logique du marché et qui fonctionnent sur le rythme du marché. Voilà. Ce n'était pas le cas à certains moments au XXe siècle avec la Big Science. Donc, je l'explique un petit peu dans la première partie, ce passage de la Big Science à la Big Tech, c'est aussi une question aussi de comment on produit la technologie, à partir de qui et de quoi on produit la technologie et sur quel temps. Et donc, une régulation active mais impuissante, à mon sens impuissante, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec Lady, justement. Pourquoi? Parce que, à mon sens, en tout cas en Europe, sur le droit du numérique européen, avec le RGPD, on a une logique d'individualisation du droit, c'est-à-dire en gros un règlement des données qui laisse le citoyen seul face à son interface et qui le laisse en fait responsabiliser sur la pertinence ou non du partage des données. En gros, l'utilisateur doit décider lui seul, en validant ou en invalidant les conditions d'utilisation, si il est risqué ou pas de partager ces données. Sans parler de tous les travers, de tout le recueil de données qui peut être fait autour des conditions du RGPD, puisque le périmètre est souvent restreint aux données personnelles ou dites sensibles, sachant que la définition de sensible pourrait tout à fait changer selon l'activité et l'entreprise, par exemple. Et on n'a pas de notion de données, disons, de données stratégiques, mais stratégiques par amas de données, c'est-à-dire la possibilité de faire une cartographie de société, une cartographie d'une société donnée, d'une localisation, d'une ville, etc., à partir de données, d'un amas de données qu'un acteur pourrait croiser, en fait, à un moment donné. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas cette notion-là de cartographie de données rendue possible par la massification du recueil de données auprès d'un ou d'une minorité d'acteurs techniques. Donc, de ce point de vue-là, ça ne protège pas les sociétés. C'est-à-dire, ça peut éventuellement protéger la personne bien informée pour ses données personnelles très limitées. On ne traite pas là des métadonnées, par exemple. En revanche, en termes de société, de cartographie de société, ça ne protège pas. Ensuite, le souhait d'une politique antitrust aujourd'hui qui revient dans l'actualité, à la fois aux États-Unis et en Europe, qui en fait, dans les faits, a du mal à s'appliquer et aura probablement du mal à s'appliquer. Pourquoi? Parce que d'abord, face aux dépendances que je vous ai listées auparavant, au-delà des usages, euh, le régulateur a peu de moyens de coercition. Il n'a peu de moyens d'appliquer le droit. Il a également peu de moyens de surveiller ce qui se passe réellement derrière la plateforme. Comment peut-il savoir exactement quels sont les flux de données empruntés au sein du produit puisqu'il n'a pas accès au code, il n'a pas accès aux flux de données? Et ça, c'est une question de contrôle en fait. Il ne peut pas contrôler, tout simplement. Il ne peut que enquêter éventuellement sur la fraude, sur le non-respect du droit. Il peut enquêter sur ce qui est visible ou ce qui est supposé. Donc c'est problématique. Évidemment, on pourrait citer la puissance des lobbies, bon, dû au fait que justement, historiquement, ils ont pris une place énorme. Et les méthodes traditionnelles de démantèlement sont aussi discutables à mon sens, car elles ne sont probablement pas adaptées à des structures globales qui sont au fond déjà décentralisées, disons, localement, partagées sur le territoire mondial, qui sont aussi décentralisées d'une certaine manière, en tout cas découpées dans leur structure, puisqu'il s'agit de maisons mères qui gèrent un ensemble d'entreprises, un ensemble de produits qui sont déjà en quelque sorte séparés structurellement, qui remportent des marchés parfois via des partenariats extérieurs. Et en plus de ça,
la configuration technique du produit numérique fait que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des liens entre les produits. Je veux dire, on peut très bien récupérer le flux de données d'une entreprise tierce et remporter de la valeur par rapport à ces données sans avoir la même structure juridique, en fait. Donc le démantèlement, qu'il soit en termes administratifs ou en termes techniques, risque de ne pas tenir comme solution antitrust, en fait. C'est pas ça qui va empêcher ces entreprises de créer de la valeur et de créer de la dépendance, encore plus. Et donc, pour casser un monopole, il y a une solution qui, moi, me paraît essentielle et qui est l'un des piliers que je décris en partie 4, qui est que pour casser un monopole, encore faut-il œuvrer à le remplacer. Et donc, c'est en cela qu'on a une nécessité de transition technologique. Sur les nœuds, on a pu voir en partie, sur les nœuds essentiels, en fait, sur les nœuds qui constituent des leviers de pouvoir pour un producteur de technologie, donc pour son état d'origine aussi, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'on a, en tout cas en Europe, ça c'est très clair, je connais un peu moins l'écosystème canadien, mais je pense que c'est pareil, on a déjà tout ce qu'il faut. Parce que depuis le temps, bon, déjà on a de très bons techniciens et de très bons développeurs, et on a également des produits qui existent et beaucoup de choses en open source. Je reviens un petit peu en arrière juste pour parler de quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu plus, ça leur fera plaisir. Ici, je ne vous ai pas décrit cette petite brique tout à l'heure quand j'ai parlé de l'ordinateur et du smartphone. L'ordinateur, votre ordinateur, il va fonctionner sur 3 environnements principaux. Soit sur Windows, soit sur macOS si vous êtes sur Apple, soit sur du Linux et la multiplicité des versions de Linux qui existent aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui existent sur Linux. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez Windows, Microsoft, macOS et Apple, mais vous avez Linux en fait. Et Linux, c'est du libre. C'est du libre, ça fonctionne super bien, malgré ce qu'on peut imaginer. Ces dernières années, ça a fait un progrès de fou. Et il manquerait pas grand-chose, en fait, pour que ça devienne l'environnement, l'OS, comme on dit, l'environnement de base sur un ordinateur quand on l'achète. On n'aurait plus de dépendance à Windows ou à macOS si on l'imposait en quelque sorte. Bon, avant d'imposer ça, on peut faire d'autres choses pour faire le levier de pouvoir, justement. Et sur les smartphones, c'est la même chose. Android, c'est Google, l'Android privé, Google. Et vous avez iOS pour les iPhones. Mais vous avez AOSP. AOSP, c'est Android aussi, mais c'est l'Android open source que n'importe quelle entreprise qui veut faire du logiciel, qui veut créer un environnement pour téléphone, peut utiliser. Et c'est d'ailleurs le cas. En France, on a Murena, par exemple, de Gaël Duval, qui vend des téléphones avec cet environnement-là, qui est beaucoup plus et qui l'a modifié en fait de manière à ce qu'il soit beaucoup plus sécurisé et que vous n'ayez pas de données numériques récupérées en fait, recueillies par Google. Donc tout ça pour vous dire que tout existe en réalité, mais la volonté politique n'est pas là, avant toute chose. Donc, politique industrielle, évidemment, derrière, vous le sentez bien venir, l'une des solutions, c'est la politique industrielle, mais non pas de zéro, comme parfois on a tendance à le dire, mais déjà avec du vécu et avec des choses qui fonctionnent. Et donc, l'impérialisme n'a pas de géant, pour en revenir au titre, et après, je laisserai la parole à Lady, parce que je suis en train de dépasser un peu mon temps. Pourquoi parler d'impérialisme, en fait? Au départ, j'ai commencé par l'Empire britannique. J'ai expliqué que l'Empire britannique utilisait déjà des acteurs privés. Mais ces acteurs privés ont eux-mêmes des stratégies expansionnistes. Ils ont eux-mêmes des stratégies de mise en dépendance, avec des pouvoirs économiques et politiques clairement établis, avec des pouvoirs technologiques, comme on a pu le voir, qui sont importants pour nos sociétés contemporaines, avec une expansion territoriale, donc un impact sur les territoires. Et j'ai commencé à parler des ressources, c'est un peu mieux expliqué dans le bouquin parce que j'ai le temps de le dire dans le livre, mais évidemment que le fait d'impacter, d'aller récupérer de l'électricité et de l'eau sur certains territoires de la part d'une grande multinationale va poser des questions de gouvernance sur le territoire dans les prochaines années. C'est donc une nouvelle forme d'impérialisme qu'on pourrait dire fondée sur la technologie, ou en tout cas c'est l'hypothèse qu'on peut faire et dont le livre se fait l'introduction en quelque sorte. Alors je vous rassure, le livre n'est pas non plus trop technique. Là, j'ai passé un petit peu de temps
sur ces questions-là, parce que j'avais des schémas, donc je me suis dit, dans le livre, il n'y a pas ces schémas, mais là, je peux les montrer. Euh, il y a beaucoup d'histoires et pas mal de géographie aussi. Et j'espère que par cette présentation, je vous ai donné envie, ou en tout cas, je vous ai rendu curieux pour le lire. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie, pour cette présentation éclairante qui met vraiment à l'honneur votre ouvrage et que vous avez le don de résumer en 40 minutes. J'ai trouvé ça absolument fascinant. On va tout de suite enchaîner avec Lady et ensuite on se gardera un temps pour les questions par la suite. Merci Anne-Sophie et Vincent pour l'invitation et Obvia également pour cette invitation à discuter avec Ophélie. Et bravo Ophélie pour cette présentation assez instructive. Avant de formuler ma réponse, je voudrais quand même dire un mot sur l'ouvrage qui nous rassemble ce midi pour les personnes qui sont connectées depuis le Canada et pour cette fin d'après-midi pour les personnes connectées en France principalement. Euh, L'ouvrage est une belle introduction pour comprendre les enjeux géostratégiques qui procèdent du déploiement infrastructurel du numérique. Et j'insiste là-dessus simplement parce que il détonne avec la série d'ouvrages que vous pourrez trouver sur le marché ou dans les librairies, en ce qu'elle, il permet, autant pour moi l'ouvrage, il permet euh, de retracer un certain nombre de documentations qui viennent expliciter à la fois la position de l'autrice et mettent en lumière également certains enjeux liés au contrôle des États et au rapport de pouvoir qui s'établissent entre l'État, entité que nous connaissons, nous autres juristes, et les nouveaux acteurs qui détiennent une forme de puissance à, je dirais, quasiment égalité avec l'État, donc détiennent une certaine puissance qu'on qualifiera ici de puissance numérique. L'ouvrage est documenté et j'invite les personnes qui ont un intérêt pour les questions ou les enjeux géopolitiques à aller les lire. Et d'ailleurs, je veux espérer que votre présence ici, de par votre curiosité, est déjà un premier pas vers la lecture de cet ouvrage. Maintenant, je suis juriste et on me demande de formuler une réponse à une communication qui est articulée suivant une perspective géopolitique. Donc, le juriste en moi va prédominer mon intervention et donc, je vais ramener un peu ou rappeler comment est-ce que le droit est mobilisé dans cette dynamique géopolitique et dans ces jeux de pouvoir qui s'établissent. La première mobilisation du droit passe par la territorialisation du numérique par le droit. Vous avez, et Ophélie a insisté sur la question ou la notion de la géographie. J'insisterai également, ou je partirai de cette question de géographie qui nous rappelle la territorialité, parce qu'en droit et en sciences politiques, pour définir un État, il faut un territoire, une population et un pouvoir constitué. Donc, la question du territoire devient centrale dans la compréhension des enjeux et dans la lutte de pouvoir également. Et l'État mobilise cette question du territoire en territorialisant le numérique par le droit. Comment est-ce que l'État territorialise le numérique par le droit? Il y a un concept qui a émergé depuis une quinzaine d'années qu'on appelle la data localisation. L'État, de plus en plus, dans les dispositifs juridiques et réglementaires qui sont pris, qu'il s'agisse de niveau national, provincial, national ou régional, essaie d'insister sur l'obligation pour les big tech de pouvoir domicilier sur le territoire des États les centres de données. Cela a je dirais, cela répond d'une certaine stratégie qui est simplement la stratégie du contrôle
des opérations de ces big tech parce que les États sont conscients de la difficulté que leur pose le cyberespace pour pouvoir exercer une emprise physique et matérielle sur l'activité des big tech. On le constate, cette territorialisation, on peut la constater à travers les différents dispositifs juridiques de ces dernières années. Je pense notamment en Europe au RGPD et je pense également au Cloud Act américain qui permet de contrôler l'hébergement des données qui se fait par les big tech en insistant que ceux-ci, autant pour moi, puissent les domicilier ou les déposer sur le territoire des États. La territorialisation par le droit opère également par l'extraterritorialité. On a connu dans le droit américain où on a pourfondé pendant longtemps l'extraterritorialité du droit américain puisque le droit américain s'applique dès lors que vous interagissez avec une entreprise, une multinationale ou même une moyenne entreprise qui relève du droit américain, même si les opérations de cette entreprise euh, surviennent sur des territoires au-delà des frontières des États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis ont mobilisé pendant longtemps l'extraterritorialité pour donner application à leurs droits et avoir un droit de regard sur les activités qui s'opèrent dans le numérique. Mais on voit émerger également de plus en plus, notamment dans le RGPD et également dans l'IA Act, qui est la dernière ou le dernier dispositif juridique sur la régulation juridique de l'intelligence artificielle, qu'on mobilise de plus en plus l'extraterritorialité pour des fins d'impérialisme juridique. Et je vais m'expliquer sur ce propos parce que on voit que le RGPD trouve application au-delà des frontières de l'Europe. Autrement, dès lors qu'il existe une donnée appartenant à un citoyen européen, le RGPD trouve application. Or, en droit, à quelques exceptions près, on nous a enseigné que la compétence du droit se limite, du droit des États se limite à l'intérieur de leur territoire. Si on considère que le regroupement de l'Union européenne fait émerger évidemment un droit de l'UE, on comprendra mal comment est-ce que ce droit de l'UE peut s'appliquer au-delà des frontières du territoire ou au-delà des frontières de l'Union européenne. Mais c'est la nouvelle stratégie géopolitique des États qui mobilise le droit pour pouvoir assujettir les big tech. Et c'est cette dimension que j'ai manqué un peu dans l'ouvrage, et ceci n'est pas un reproche parce que c'est une perspective géopolitique et cela s'entend. Mais le droit, la régulation par le droit est présente dans l'activité géopolitique parce que le droit est mobilisé comme une arme. Si on réfère aux travaux d'Israël Liora qui nous dit que le droit est un outil, est une arme puissante que l'on peut mobiliser pour atteindre des objectifs et pour réaliser certaines finalités. Donc, dans la géopolitique, au-delà des rapports de pouvoir qu'on peut observer entre les États, les nouveaux acteurs que constituent les big tech, il y a également un rapport de pouvoir qui opère entre l'État et les big tech par le truchement de la régulation juridique. Et à ce niveau, il faut insister sur le fait que ce rapport de pouvoir est crucial. Il est crucial dans les nouveaux modes de production du droit. Étant entendu que ce sont les États de droit, donc États démocratiques, il y a des délibérations qui permettent d'arriver à la production de la loi, des réglementations. Mais avec, et puis vous l'avez rapidement effleuré, avec la puissance des lobbies, la force des big tech, on s'interroge de plus en plus sur la saveur, la couleur et l'odeur du droit. Est-ce que le droit va être toujours cette arme qui va protéger les vulnérabilités? Est-ce que le droit va être au service d'intérêts économiques, d'intérêts idéologiques ou d'intérêts politiques? Donc, il y a toutes ces questions qui sont soulevées par la mobilisation du droit
Et nous allons alors amorcer, parce que je vois également que le temps passe, nous allons également amorcer la discussion autour de quelques enjeux sur lesquels j'aurais souhaité que Ophélie revienne. Le premier va être relatif essentiellement à la question de la géopolitique comme méthode de recherche. Parce que dans votre ouvrage, il me semble au chapitre 10, vous avez mobilisé, vous avez soumis cette hypothèse, non, pas chapitre 10, chapitre 11, autant pour moi, de la mobilisation de la géopolitique comme champ de recherche. Géopolitique comme champ de recherche, vous avez soumis également quelques hypothèses méthodologiques interdisciplinaires. Mais vous avez été, je dirais, relativement rapide dans la présentation de ce chapitre et j'aimerais qu'on revienne. Comment pensez-vous et quels sont les outils ou quelles stratégies épistémologiques pensez-vous mobiliser pour dynamiser ce nouveau champ de recherche? Parce que on risque de reprocher ou de penser que c'est une déclaration ou une incantation que vous faites lorsque vous demandez de lire ou de comprendre les rapports de pouvoir à partir de la lunette de la géopolitique. Est-ce que vous pourrez revenir rapidement sur les outils méthodologiques que vous allez mobiliser dans ce nouveau champ de recherche? Alors, merci beaucoup pour cette question très riche. Mais déjà, pour votre intervention sur la partie droit, je pense qu'en effet, c'est très juste. Et cette question de l'extraterritorialité du droit doit vraiment être prise en considération dans tout cela. Et je dirais qu'il y a vraiment une analyse en termes d'intelligence économique, même qui peut être très intéressante de ce point de vue-là. Euh, et qui est moins abordée en effet dans le livre, mais qui au final, finalement, on peut aussi penser l'extraterritorialité du droit par la prise en compte des dépendances, je pense, enfin, justement des dépendances à la fois infrastructurelles, techniques, enfin, numériques de manière générale. Alors sur la question de la géopolitique du numérique, donc en fait j'essaie de le présenter comme une discipline en effet qui n'est pas non plus nouvelle, hein. Il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine-là et notamment en France on a Géode qui est un laboratoire de recherche qui est la géopolitique de la datasphère. Donc la datasphère c'est plutôt alors, par contre ils se concentrent beaucoup sur la guerre informationnelle, même s'ils abordent petit à petit, ils commencent à venir un peu sur le champ un peu plus du logiciel et de l'infrastructure. Pour moi, ça reste encore un peu trop timide, mais il y a beaucoup de choses qui se font à Géode depuis un certain nombre d'années déjà, et ils ont ouvert, disons, la voie, je dirais, beaucoup en Europe sur ces sujets-là. Voilà, et bon, pour moi, la géopolitique du numérique est un champ de recherche très interdisciplinaire, qui se doit d'être interdisciplinaire. Évidemment, à la base, on a affaire à un traitement du numérique sous l'aune de la géographie et des relations internationales. Mais au-delà de cela, il faut quand même, par le numérique, hein, si on prend en considération l'angle numérique, il faut aussi prendre en considération à la fois le droit du numérique d'un côté, mais aussi des connaissances techniques qui me paraissent essentielles. Et ça, je le mets vraiment en avant. Je pense qu'il est vraiment important pour traiter de ces sujets-là, de comprendre, d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis et d'aller enquêter sur l'objet technique. Et en cela, il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'inspirer d'une autre discipline qui était la sociologie des techniques, la sociologie de l'acteur réseau, tout ce qui était en fait, ou même la sociologie de la gestion, qui en fait mobilise des méthodologies autour de l'objet technique, et qui permettent en fait voilà, en tout cas d'aller chercher une boîte à outils méthodologique pour aborder ces sujets-là. Même quand on n'est pas technique, alors moi j'ai la chance d'avoir un passé dans l'industrie du numérique en ayant commencé par le développement informatique. Donc j'ai déjà mis les doigts dans le cambouis, les mains dans le cambouis en quelque sorte, pendant quelques années. Donc ça m'aide évidemment là-dedans et je pense vraiment, j'encourage toute personne qui s'intéresse au champ de la géopolitique du numérique à certes mobiliser ses connaissances
en géographie, en relations internationales, en droit du numérique, bien sûr, mais à mettre les mains dans le cambouis, à aller regarder comment sont faits les produits numériques, comment fonctionnent les infrastructures, parce que cette complexité-là sur les couches du numérique, les différentes couches du numérique, eh bien, sont géopolitiques, en fait. S'il y a des rapports de force dans ces détails-là, il y a des rapports de pouvoir, et c'est là-dessus que se font les monopoles en bout de course. Et d'autant plus que, à cause de cette incompréhension technique, qui n'est pas un défaut en soi, hein, chacun son domaine, chacun son métier, mais malheureusement, cela impacte aussi les capacités à faire un droit du numérique qui limite en quelque sorte, ou qui peut même démanteler à un moment donné, si on parle de logique politique antitrust, qui sera en capacité de réellement démanteler correctement ces produits, ces solutions techniques. Donc c'est un champ, à mon sens, qui est extrêmement large et qui mobilise beaucoup de champs de connaissances différents. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être très prudent parce qu'on ne peut jamais tout savoir, tout connaître, surtout dans un domaine qui évolue perpétuellement. Moi, je me retrouve souvent, quand on me pose des questions sur des sujets d'actualité, je vous avoue que je ne sais pas toujours tout au moment où on me le demande. Je suis obligée d'aller regarder parce que la veille est continuelle. Enfin, voilà, c'est un domaine dans lequel les choses évoluent très vite, surtout ces dernières années. Et donc, il faut être très modeste dans ce champ, je pense, qui nécessite de continuer de toujours apprendre, en fait. Par ailleurs, j'aime beaucoup, mais ça c'est ma formation à l'EHESS en histoire des sciences. J'ai fait un master là-bas au centre Alexandre Coiré, enfin EHESS Centre Alexandre Coiré, qui était excellent et qui m'a beaucoup sensibilisée à l'histoire des sciences. Et je pense que l'un des champs aussi de connaissances qui est important à mobiliser pour comprendre en fait le numérique aujourd'hui, qui a tendance à être un peu trop inscrit dans le contemporain. En fait, il faut avoir cette approche historique, je pense. Elle est très importante pour comprendre en fait à quel moment les technologies ont été mobilisées par les États à d'autres moments, à quel moment l'acteur privé a évolué en quelque sorte comme instance, donc en même temps, voilà, changement de la société, aussi le changement du marché, l'émergence d'une société néolibérale, capitaliste, etc. Tout ça est important aussi, et surtout l'inscription de la science, de la production des sciences, en fait, dans ces évolutions sociales et politiques. Et pour cela, l'histoire des sciences me semble importante aussi. Bon, après ça, c'est mon approche. Et dans le livre, c'est vrai que j'essaie de mobiliser cette ligne chronologique voilà, qui démarre de l'introduction avec l'Empire britannique et qui va jusqu'au contemporain aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu la ligne du livre. C'est aussi une ligne temporelle. Donc voilà pour cette partie-là. Et je pense vraiment que de ce point de vue-là, il y a aussi des chercheurs, je pense à Gauthier Roussy par exemple, hein, qui n'est pas du tout, ou Clément Marquet, qui ne sont pas des chercheurs en géopolitique du numérique, mais qui sont en fait, qui abordent des sujets mobilisables dans le champ de la géopolitique du numérique, par exemple, puisqu'ils travaillent notamment sur les questions infrastructurelles aussi et sur la question du territoire. Et donc, je pense qu'en fait, il va y avoir probablement une convergence disciplinaire. Il pourrait y avoir une sorte de chaire, en quelque sorte, qui réunisse, une très interdisciplinaire, qui réunisse en fait tout ce qui permet de mobiliser en fait les questions géopolitiques autour du numérique. Ben, merci. Deuxième question, parce que le temps passe et je veux aussi que les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent et qui ont des questions puissent les adresser. Donc, deuxième question, c'est sur l'impérialisme. Vous êtes allé ou vous avez illustré votre propos avec la conquête numérique en Afrique. Et dans votre ouvrage également, ben, cette question a été très brièvement abordée. Et je voudrais alors vous demander ce que vous pensez de l'absence d'acteurs locaux dans cette dynamique géopolitique qui se joue en Afrique. Parce que les passeurs qui sont en quelque sorte des programmeurs ne sont pas des acteurs majeurs dans les relations de pouvoir qui s'établissent entre les États et les big tech. Donc, on observe qu'il y a des acteurs et on observe même que certains acteurs dans la géopolitique tout court qui s'opposent, à savoir la Chine et les États-Unis, réussissent à s'entendre quand vient le Oui. temps de conquérir l'espace africain. Alors, que pensez-vous de l'absence et comment est-ce que, et vous pouvez ne pas avoir la réponse évidemment, mais que pensez-vous de cette absence et comment pensez-vous que les dépendances ne seraient pas préjudiciables
au déploiement infrastructurel et au développement du numérique en Afrique? Excellente question. Alors c'est vrai que le sujet de la géopolitique du numérique dans le cadre de la transformation numérique africaine, comme on a tendance à l'appeler, est un sujet qui m'est cher, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment et qui sera certainement à l'origine d'un prochain ouvrage d'ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment, en effet, comme vous le dites, une prédation de la part des big tech américaines et chinoises en particulier, même si on peut tout à fait noter que les télécoms européens, notamment, trouvent tout à fait leur compte dans cette affaire via des partenariats avec les big tech américaines et chinoises. Voilà. C'est un peu une manière de survivre, je dirais, pour les entreprises européennes que de signer des contrats des partenariats dans les pays africains, sachant que ces télécoms européens sont historiquement, disons, bien positionnés, connaissent bien les systèmes administratifs locaux et donc, voilà, jouent un peu le rôle de facilitateur, en quelque sorte, pour les big tech américaines et chinoises sur le continent. Maintenant, tous les pays africains ne sont pas je dirais, dans la même situation. On va avoir des pays qui arrivent à tirer un petit peu leur carte du jeu. Je pense à l'Afrique du Sud, par exemple. Je pense au Sénégal sur certains aspects, mais évidemment il y a peu d'acteurs locaux. Il y en a quand même. On a le sud-africain MTN, on va avoir Liquid Telecom, qui se dit panafricain, même si bon, c'est plutôt du Zimbabwe et sud-africain, on va dire, d'une certaine manière, parce que c'est quand même très majeur. Il y a beaucoup de Sud-Africains dans l'entreprise. Je pense à une initiative qui est un partenariat total de la part de Google. C'est même une création à la base de Google qui est C-Squared. Vous devez connaître probablement Lady parce qu'on avait un peu parlé du sujet un peu préalablement. Et C-Squared, voilà, qui est une entreprise créée au départ par Google et qui signe des partenariats, par exemple au Togo, avec l'État togolais et avec aussi une entreprise, une filiale en quelque sorte, une entreprise togolaise. Donc, il y a en fait la mobilisation de partenaires locaux, mais il n'y a pas forcément maîtrise de la technologie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissances et qu'il n'y a pas de savoir. Il y a des compétences en Afrique. Il y a des compétences, il y a vraiment beaucoup de formations aussi, plus ou moins selon les pays dans le domaine. Mais par contre, la prédation des big tech ne facilite pas les choses, c'est-à-dire qu'ils viennent bloquer ces efforts, en fait, de créer du local et de créer de la formation sur, par exemple, des logiciels libres, etc. Et ça, c'est vraiment assez dommage et quelque chose comment dire, il faudrait une résistance, j'ai envie de dire, il y a une résistance, il y a une résistance, mais vu les systèmes, vu la mise en dépendance qui généralement s'associe et supplée en quelque sorte une dépendance économique, on se retrouve avec des vrais problèmes, en quelque sorte, qui peuvent être assimilés d'une certaine manière à du néocolonialisme technologique. Alors, c'est le terme que j'emploie dans mon livre, mais on a quand même des mécanismes là-dedans qui sont de l'appropriation, en quelque sorte, des données numériques africaines. Selon les différents pays, ça va se changer, évidemment. Je parlais de l'Afrique du Sud, qui est dans une situation différente, mais qui est quand même mis en dépendance, malgré tout. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus, présent, quoi. Et je pense que c'est une inquiétude quand même à avoir. Et l'Europe n'est pas du tout neutre dans cette affaire, puisque comme je vous l'ai montré auparavant, il est fort possible, vu les chantiers infrastructurels d'abord sur les câbles, puis sur les centres de données, que l'Europe serve un peu de base de données, en quelque sorte, pour certains pays, notamment dans lesquels il ne sera pas possible de construire, de poser, d'implanter des centres de données, aussi pour des raisons qui sont les réseaux énergétiques, l'accès à l'eau, dans certains pays aussi des questions de température qui font que parfois on ne peut tout simplement pas mettre des centres de données dans des zones où il y a une forte sécheresse, où il n'y a pas d'eau et où en plus de ça on va avoir des fortes températures. Ce n'est pas le cas sur tout le continent, mais il y a des pays qui sont dans des situations assez dramatiques de ce point de vue. Donc on va avoir une forme de mise en dépendance vis-à-vis des infrastructures en Europe qui, ces dernières années, sont majoritairement des grandes entreprises américaines qui construisent des méga centres de données voilà, sur le continent européen.
Donc, vous voyez un petit peu cette logique de territorialisation, au final, avec un but commercial qui est le marché africain, tout simplement parce que ces big tech, d'un côté, les big tech américaines sont arrivées à un plafond de verre sur le marché américain, elles sont arrivées à un plafond de verre au niveau du marché européen aussi, d'une certaine manière. Elles savent qu'elles n'iront pas en Chine, de toute façon. Donc, quel est le nouveau marché pour eux? Potentiel, même si ça reste un doux rêve hein, aujourd'hui pour le moment, hein, parce que c'est des ambitions quand même qui restent assez folles et qui font un peu penser à Cécile Rhodes à l'époque avec du Cap au Caire. Il y a un côté un peu, voilà, on met énormément des milliards sur des infrastructures sans pour autant, pour le moment en tout cas, s'assurer d'un investissement, d'un retour sur investissement. Et du côté de la Chine, c'est un peu dans le cadre des routes de la soie numérique, certes, il y a un plan industriel, mais il y a aussi cette idée que, au-delà du marché intérieur de la Chine, ce qu'elle veut prouver, c'est aussi qu'elle peut produire des technologies à l'extérieur qui vont être utilisées ailleurs, en fait, au-delà de son marché intérieur. Et c'est pareil, c'est pour cela que le marché africain aussi l'intéresse pour plein de raisons aussi différentes, mais notamment pour cette raison-là. Et évidemment que les Américains et les Chinois, de ce point de vue-là, d'un côté les télécoms chinois ou Huawei également, qui est très présent, ou les entreprises de vidéosurveillance qui sont très présentes avec Hikvision par exemple, dans pas mal de pays aussi, donc qui sont des entreprises chinoises spécialisées dans la vidéosurveillance, mobilisées pour faire de la surveillance urbaine dans les grandes villes africaines. Enfin, ça dépend, ça va être du Sénégal, du Togo, voilà, il y en a au Ghana aussi, il y en a également en Afrique du Sud, voilà, bon, il y a plein de ces systèmes-là qui sont mobilisés, donc ça c'est les Chinois. Huawei va être mobilisé, produit énormément de réseaux mobiles en Afrique. Et de l'autre côté, au niveau des réseaux et des centres de données, vous allez des réseaux, c'est-à-dire câbles, et au niveau des centres de données, vous allez avoir les Américains. Donc en fait, ils sont compatibles en quelque sorte dans leur projet d'infrastructure, les Américains sur leurs spécificités et les Chinois sur la partie mobile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas forcément lutter pour conquérir, enfin sur les mêmes sur les mêmes domaines, mais la finalité étant de construire l'infrastructure socle sur laquelle ils pourront vendre du logiciel. Une fois qu'ils auront fait l'infrastructure, le socle infrastructurel, ils pourront vendre du logiciel et à ce moment-là va commencer la grande guerre du cloud. Ça a commencé déjà un petit peu, mais dans les 10 prochaines années, a priori, on peut considérer que leur prochain objectif, ce sera à la fois d'améliorer bon, l'accès à l'infrastructure, de gérer la partie électrique, gestion énergétique. Voilà, bon courage dans certains pays. Moi, je ne sais pas comment, comment ils vont gérer cela, mais bon, ça c'est. Je pense que l'Europe va avoir un rôle justement à jouer là-dessus. Voilà, il y a une stratégie, si vous voulez, il y a aussi une question de stratégie d'entreprise à analyser, évidemment, hein, quand je parle de ça, mais derrière, il faut toujours le traduire par une forme de pouvoir. Voilà. D'où la mobilisation de la chaîne de dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit les différents leviers de pouvoir, qui détient le plus de pouvoir dans la chaîne d'information, qui va pouvoir le mobiliser, l'utiliser. Tout à l'heure, par exemple, vous avez parlé de la localisation des centres de données voilà, le droit du numérique. Je trouve que cette thématique et cette logique de territorialisation des centres de données est très intéressante du point de vue du droit, parce qu'on part du principe, en gros, que si on a les données sur son territoire, c'est bon, on a le contrôle. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. En Europe et en France, voilà, c'est encore plus simple de parler de ce qu'on connaît encore plus. En France, notamment, vous avez des modèles d'entreprises, Bleu d'un côté, Sens, voilà, ce sont des noms d'entreprises qui ont été créés à partir d'entreprises françaises couplées avec Google Cloud ou Microsoft Azure. Voilà, donc ce sont en fait des entreprises qui utilisent les technologies cloud, le logiciel des big tech américaines, mais qui le territorialisent, qui le localisent en France, donc c'est bon, en quelque sorte. Et par ailleurs, il y a aussi il parle de garde-fous juridiques, mais en réalité, la vraie problématique, c'est que la maîtrise technologique n'est pas là. On n'a pas le code du logiciel, en fait. Donc, on est toujours tributaire du producteur de technologie américain. Donc ça ne suffit pas, cette problématique de la localisation, d'autant plus que la logique du cloud, et ça, vous demandez à Google, vous demandez à Microsoft Azure, AWS, le service client, par exemple, vous répondra toujours la même chose. La logique du cloud, c'est d'être associé au cœur du logiciel. Vous avez toujours une connexion à l'extérieur, vous n'aurez jamais un logiciel cloud local, uniquement local. Sinon, c'est plus du cloud, en fait. Bon, par exemple.
Donc ça, c'est pour la question du droit. On ne peut pas contrôler le flux des données. Il faut bien penser que les routes, en fait, en quelque sorte, ne sont jamais complètement fermées, sauf quand on se coupe du monde, ce qui est tout à fait possible, hein. On peut avoir un Internet maison, on peut avoir un Internet continental. Voilà, ce serait techniquement possible. Pas forcément souhaitable, mais ce serait techniquement possible. Et alors, pour moi, ce qui est très important aussi dans la logique géographique concernant le numérique, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il vient se confronter à l'idéologie d'Internet au début, qui était de dire, en tout cas l'idéologie, vous savez, qui s'est beaucoup développée dans les années 90, sur le fait que Internet n'a pas de géographie, n'a pas de frontières, qu'il n'y a pas voilà, que c'est un village global en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup communiqué. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet-là. Et même encore maintenant, j'entends parfois des chercheurs qui sont pourtant spécialistes, hein, en sociologie du numérique, etc., et qui viennent me dire, oui, mais Internet n'a pas de frontières de toute façon. Donc, on ne peut pas contrôler. Donc, en fait, si, il y a des frontières, puisqu'on peut fermer ces frontières. On peut couper un câble, on peut fermer un logiciel, on peut fermer l'accès d'un logiciel à un pays ou à une région ou à une ville. Enfin, voilà, on peut faire ce genre de choses, en fait. Donc, oui, il y a des frontières, en réalité. Ben, Désolée, merci. J'ai j'ai un encore peu plein de élargi questions, la mais réponse. je vais me garder de les poser. Peut-être je vous les communiquerai, mais et pour permettre aux autres d'adresser leurs questions. Mais je voudrais nous laisser toutes et tous collectivement sur une question, parce que ça n'apparaît pas dans votre ouvrage et c'est une réflexion ouverte. Dans l'hypothèse où l'État perd cette guerre, qu'adviendrait-il de nos différents domaines ou secteurs de recherche? C'est-à-dire, qu'adviendrait-il du droit? Qu'adviendrait-il de l'économie? Qu'adviendrait-il, et puis ainsi de suite, du culturel, du social, ainsi de suite. Mais c'est une réflexion qu'on ne va pas forcément aborder tout de suite, mais je laisse chacun avec là-dessus pour méditer sur les enjeux qu'emportent les transformations numériques et évidemment ce que ça pourrait générer autant individuellement que collectivement. Donc, merci et je redonne la parole à Anne-Sophie et Vincent pour permettre aux autres d'adresser leurs questions. Merci. Merci beaucoup, Lénie. Merci beaucoup à tous les deux pour ces débats très enrichissants et passionnants. En effet, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent poser une question, on vous invite à lever la main et à prendre la parole, sinon à écrire vos questions dans le QR. Alors en fait, il y a déjà deux questions. Bon, une question et un commentaire que je ne sais pas si vous pouvez la lire. C'est intéressant quand même parce que un des autres avantages de... Alors donc, il n'y a que moi comme hôte, comme co-hôte euh, et nous avons une question d'un collègue. C'est quand même bien hein, de l'Est algérien. C'est quand même la beauté de... Euh, je peux lire votre question, mais vous avez levé la main, vous pouvez y aller, monsieur Mena, si Euh, le micro. est-ce que vous m'écoutez? Super. Bon, je tiens tout d'abord à vous remercier, à remercier les intervenants, Ophélie et Lydie. Ma question, bon, je la résume, je la résume en deux mots. Tout d'abord, je vais commencer par la deuxième question. Pourquoi suppose-t-on que la solution se trouve dans le droit? Parce que les travaux, c'est-à-dire Ophélie a présenté qu'elle a fait des études dans l'histoire des sciences et les travaux de Georges Gravitch ont prouvé l'effet de domination au sein des systèmes de connaissances. C'est-à-dire c'est connu, c'est pas une nouveauté. De là à poser la question, pourquoi suppose-t-on que la solution, elle va venir spécialement du droit? Parce que la question de fond, selon mon humble avis, est que le problème réside principalement dans la science économique. On devrait réfléchir, reposer la question épistémologiquement de cette domination de la science économique, de sa omnipotence et ce que l'intervenante
Ophélie a présenté en 2 mots l'axe de la valeur, produire de la valeur et de la dépendance. Maintenant, la deuxième composante de ma question, il y a les travaux du feu Bernard Stiegler et le concept de disruption. Le problème de la disruption, est-ce qu'à présent est devenu un élément clé de la réflexion stratégique et géopolitique? C'est-à-dire, ne devrait-on pas poser la question à repenser une théorie géopolitique nouvelle qui va relancer toute la réflexion sur les rapports inter-États et encore plus urgent, repenser l'Anthropocène tout en ayant devant soi la disruption et l'effet des technologies sur les sociétés. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour vos questions. Sur la première question, en fait, il y avait déjà 2 questions dans cette première question. Pour la partie droit, je pense évidemment que c'est un chantier important puisque c'est une arme traditionnelle des États, notamment, et que donc il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Après, comme vous avez pu le voir, je reste sceptique sur les moyens mobilisés aujourd'hui et surtout sur les possibilités, les moyens en fait qu'a même le législateur et le régulateur sur ces questions-là. Donc, pour moi, c'est loin d'être la seule solution et la solution idéale aujourd'hui. Pour moi, la solution idéale, c'est de renverser le rapport de force en remplaçant en fait ces nœuds stratégiques par d'autres acteurs, de préférence sur des acteurs qui produisent du commun, mais bon, avec l'open source, on a déjà des choses qui existent et qui sont fortes dans le numérique, et qui en plus de ça, justement, si on parle d'histoire des sciences, a pas vraiment, bon, à part dans la transmission de connaissances, je dirais, mais n'a pas vraiment d'équivalent en fait dans la production des sciences. L'open source, enfin, il me semble, pour le coup, en termes de production scientifique, est assez unique en son genre et est une belle démonstration de ce que peut être le commun, en fait. Donc peut-être que l'avenir, en fait, se trouve là-dedans. Mais avant d'arriver à quelque chose comme ça, il y a beaucoup de travail à faire pour avancer sur ces sujets-là. Et donc, en premier lieu, il faudrait qu'en effet, les États ou même des composés ad hoc d'États fassent en sorte de mener cette transition technologique. Première chose, parce que ça permettrait de renverser le rapport de force. Le droit doit être sollicité, mais pour cela, il faut qu'il y ait la possibilité de contrôler et d'avoir un accès d'une certaine manière à l'architecture des produits. Donc peut-être que le rôle du droit, au final, ce sera d'essayer d'ouvrir cette porte-là, qui aura de toute façon à faire avec du conflit de droit, propriété intellectuelle, propriété industrielle, qui aura le mérite en fait de se confronter à ces problématiques-là. Est-ce qu'on arrivera à les résoudre? C'est un autre sujet, mais du coup, ça rejoint aussi votre autre question sur la question justement du système économique et du marché. Oui, il est clair. Alors j'essaye de le dire un petit peu quand j'évoque le contexte, mais c'est plus clair évidemment dans le livre que la transformation de la société et des systèmes politiques et de l'État et la place en fait dominante qu'a pris le marché, la place du marché, a permis en fait à ces entités de prendre le dessus et de devenir des méga monopoles. C'est à cause du changement en fait politique et économique qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est le fait d'avoir une montée en puissance une montée en puissance de la privatisation du monde et des services publics d'une certaine manière. Et au contraire, alors dans le livre, je parle aussi notamment, j'évoque ce que dit Michel Foucault sur la frugalité de gouvernement. Dans l'un de ses livres sur la biopolitique, il parle de la frugalité de gouvernement et j'aime bien cette image, en tout cas ce que lui permet de dire cette image, c'est de dire en fait que les États, d'une certaine manière, se sont auto-sabotés à un moment donné et ont décidé d'une certaine manière de ne plus vraiment agir, de ne plus vraiment réguler en fait. Et j'évoque même j'utilise le terme d'État autophage pour le coup, pour dire qu'on est dans des sociétés en fait où les États se sont auto-sabotés. En fait, en quelque sorte, se retrouvent en fait dans une situation où ils s'empêchent d'agir, où ils se sont empêchés d'agir. Ils se sont mutilés en quelque sorte de leur propre capacité d'agir, d'action.
Donc c'est vraiment, donc en effet, c'est un sujet de société qui a tout à voir avec le changement économique et politique. Néanmoins, maintenant, voilà, il faut faire avec ces acteurs-là du coup, avec les moyens qu'on a. Pour moi, voilà, dans les différents piliers d'action que j'évoque dans le livre, il y a clairement la question de la politique industrielle et de la transition technologique, mais il y a aussi la question de la formation, puisque comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, le fait que, par exemple, les développeurs soient majoritairement formés à des solutions privées, propriétaires, c'est un réel problème. Donc, il faut plus de diversité technologique aussi. Voilà, au-delà d'autres types de diversité, il y a la diversité technologique aussi qui est importante. Et il y a aussi la formation de tout un chacun, en quelque sorte, à ce que c'est que la complexité technique. Ce que je vous ai évoqué sur les dépendances logicielles et les dépendances infrastructurelles devrait en fait être quelque chose d'enseigné à l'école très tôt, en fait. Parce que c'est pas si complexe que ça, en réalité. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais au moins comprendre qu'en fait, il y a des briques qui mettent en dépendance un système numérique. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre très tôt, en fait. Et pas forcément dans un cours d'informatique, dans un cours de géographie, dans un cours d'histoire, dans un cours d'éducation civique. Voilà, c'est intégrable. Oui, en fait, c'est assurément, et puis ça correspond à l'approche pluridisciplinaire que vous avez évoquée dès le départ. Là, la solution est tout sauf monolithe. Moi, comme juriste, j'ai l'impression que le droit peut participer à l'exercice, mais vous avez cité Stigler, c'est vrai que le droit, c'est un peu comme le pharmacon de Platon que Stigler adorait citer, qui est à la fois le poison et et le médicament. En fait, il est tout ça à la fois. On a perdu pas mal de monde parce que normalement, en fait, on aurait dû terminer. Vous nous avez accompagnés durant ce qu'on appelle, comme disait Chateaubriand dans ses livres, au Québec, on parle du dîner pour le repas du midi. Donc, vous avez D'accord. été notre dîner, mais moi, je vais m'autoriser quand même. Je vais revenir, puis je laisserai le mot de la fin à Anne-Sophie, mais je vais revenir sur l'idée de ce cycle qui était de faire lire. Et moi, votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais je vous jure que je vais le faire, me fait penser à beaucoup de lectures. Et peut-être je ne trouve pas qu'il détonne, je trouve qu'il est exactement dans l'air du temps. C'est très 2015 et suivant. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Puis là, je vous pitch parce que je n'ai pas le temps, mais à plein d'ouvrages. Il y a Grégoire Chamaillou sur une société ingouvernable, qui est un philosophe, mais qui traite de comment le droit est en train de se dissoudre exactement dans l'approche de Foucault, donc l'autophagie du droit. Ça me fait penser, on a fait une conférence il y a quelques semaines avec moi, ce que j'appelle les deux Jonathan, ces deux profs québécois en communication, euh, Jonathan Foucault, Durand-Folco et Jonathan Martineau, qui reprennent le livre de Zuboff en le colorant un peu, en le complétant sur certains. Je voyais des liens énormes, je ne sais pas si vous connaissez, mais James Basin sur The New Goliaths, qui évoque exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que les, euh, le droit de la concurrence ne fonctionne plus. Et lui prend l'exemple de l'IA, vous ne l'avez pas traité, nous c'est affreusement à la mode, mais une des vraies spécificités de l'IA, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a une, c'est que pour faire parler les données, il faut des sommes folles de données. Et pour revenir avec votre question de M. Ménard, lui il le dit, il n'y a plus de disruption. La disruption date des années 2010 et maintenant, c'est plus possible tellement la présence des cinq compagnies des GAFAM sont omniprésentes. Il y a plus, Uber ne pourrait plus être clairé maintenant parce que la toute-puissance de 4-5 compagnies est tellement grande. Donc, James Bassen, moi, ça a été une découverte. Puis, j'en ai plein d'autres, mais il y a Jacques Ellul qui est ma couleur du moment, mais c'est pas tout à fait logique, mais sur l'histoire des sciences. Et puis, c'est un juriste de formation, mais je ne sais pas si vous connaissez Jacques Ellul, mais Oui. son livre sur le système technique, il a vraiment fauté sur certains aspects. Il est inaudible en 2020 sur certains, en 24 sur certains aspects. Ah, bah tiens, Ouais, effectivement. mais sur le technique, sur le nouveau mythe, sur sur la perte des religions qui est complétée par le mythe technique,
C'est, je trouve, exceptionnel. Et puis le dernier que je vais donner, parce qu'on fait une conférence avec elle, c'est Joël Toledano qui est demain ici dans notre bâtiment et qui va faire un truc sur la régulation, les régulations privées. Alors voilà, j'avais plein d'autres trucs. En tout cas, vous avez complètement rempli votre rôle de nous donner envie de vous lire. Et encore une fois, moi, personnellement, ce, ce sera fait. Alors, merci infiniment de vous être rendu disponible. Et puis, Anne-Sophie, excuse-moi, c'était un peu long. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, écoutez, malheureusement, l'heure me fait d'avoir fait de prononcer le couperet de cette rencontre qui était véritablement passionnante. Un immense merci, Ophélie, Lady, pour ces propos d'une très grande richesse, tout à fait passionnant. Je suis sûre que beaucoup de gens vont ressortir avec l'intérêt pour votre ouvrage. D'ailleurs, les commentaires en sont témoins que la conférence a été fortement appréciée. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. Vous avez ouvert le bal du cercle de lecture et vous avez mis très habilement et avec grande pertinence justement la table pour les prochains numéros, ce qui me permet de vous annoncer que la prochaine séance de notre cercle de lecture se tiendra le 23 mai prochain, si je ne dis pas des bêtises, autour de la cybercriminalité avec Benoît Dupont qui viendra présenter son dernier ouvrage sur la cybersécurité et avec comme répondant Hugo Loiseau, donc Benoît Dupont, professeur à l'Université de Montréal et Hugo Loiseau, professeur à l'Université de Sherbrooke. Donc je vous remercie infiniment tous et toutes pour votre présence et au plaisir de vous recroiser en ligne ou peut-être en présence, Ophélie, sait-on jamais. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.